Yo! Bienvenue à tous dans ce nouveau solo qui va aujourd'hui être consacré à Wonder Woman 1984. Le film est encore une fois réalisé par Patty Jenkins, comme le premier film l'a été. Petit retour rapide sur le premier film, que j'avais trouvé assez moyen. Le premier tiers du film était cool, la deuxième partie c'était sympa mais bon, plus centré sur l'action. Et la troisième, ça partait vraiment dans le film super-héros lambda. J'avais pas super accroché la fin, surtout tout le message entourant l'amour, etc. C'était un peu la gerbe et je trouvais que pour le premier film de super-héroïne vraiment avec des lettres de noblesse comme ça, faire tourner le film autour de l'amour, c'était un peu gnangnan et je trouve que c'était un peu dommageable au projet. Surtout qu'on avait vraiment insisté sur le côté féministe du film en mettant une réalisatrice, parce qu'il fallait que ce soit une réalisatrice pour raconter l'histoire d'une super-héroïne apparemment. Sauf que pendant toute la réal, elle singe Zack Snyder. Donc qu'est-ce qu'elle apporte de plus qu'un homme au final? Enfin voilà quoi, je comprends pas. Autant prendre une nana qui a vraiment une patine à elle, et qui apporte quelque chose vraiment elle quoi. Là, je trouvais que c'était pas super cohérent et ça apportait pas grand chose, bref. Donc, nous revoilà avec Patty Jenkins pour ce deuxième épisode des aventures de Wonder Woman, donc Diana Prince. Alors, qu'est-ce que ça vaut, sachant que le premier était pas ouf non plus? Et bah, j'ai été vachement surpris. Je m'attendais pas à l'aimer. Je partais avec des gros a priori, j'avais vu la bande-annonce qui m'avait pas vendu du tout le film. J'étais même assez réfractaire au truc. Et bizarrement, alors j'ai pas adoré le film non plus, mais j'ai passé un super bon moment devant et j'ai été très agréablement surpris par la mise en scène globale du film et les idées ainsi que le texte sous-jacent. Parce que l'intérêt de Wonder Woman 84, c'est pas l'histoire en elle-même, c'est ce que ça raconte en profondeur. Et là, il y a quelque chose vraiment à creuser d'intéressant. Donc, le thème principal de ce Wonder Woman 84, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de défendre la vérité et ne pas céder à la facilité des raccourcis. Voilà, c'est de ça dont il est question dans Wonder Woman 84. Et c'est vraiment super bien mis en scène par Patty Jenkins, qui va nous raconter l'histoire donc d'une espèce de pierre ancienne créée par les dieux, le dieu de la malice, qui en fait c'est le syndrome de ce qu'ils appellent en anglais the monkey's paw, la patte de singe. Je crois que c'est une référence à un épisode de la 4ème dimension, si je dis pas de bêtises. Où en fait, on pouvait saisir une patte de singe et souhaiter quelque chose. Ton vœu t'était accordé, mais en contrepartie, tu perdais quelque chose. Et là, en fait, le film va tourner autour de ça et défendre la vérité et le fait de faire des efforts dans le but d'acquérir ce que l'on souhaite et de ne pas céder à la facilité. Et c'est encore une fois très bien explicité dans la première scène du film où l'on va voir une jeune Diana Prince participer à une sorte de Jeux Olympiques de Themyscira, donc l'île des Amazones, où elle est très jeune et elle concourt avec des adultes et ça j'ai trouvé ça super cool. La gamine doit avoir 7 ans maximum. Et en fait, elle est plus ou moins meilleure que les autres, mais à un moment elle va faire une erreur, elle va perdre la tête de la course, et au lieu d'accepter la défaite, elle va tricher, et au moment de la victoire, il y a son mentor qui va l'arrêter et lui dire non, c'est pas comme ça que ça marche la vie, tu peux pas prendre de raccourci, si t'as perdu, t'as perdu. Et il y a pas de honte à ça, tant que t'as essayé, si t'y arrives pas, c'est pas grave, mais il faut pas céder à la facilité et il faut retenter plus tard, en étant prêt. Voilà, donc ça, c'est tout le message du film. Et ça va être contrebalancé par l'antagoniste du film qui est joué par Pedro Pascal. Il va être introduit quasiment directement par des spots publicitaires où il dit voilà, si vous voulez acquérir ça, il suffit de le vouloir, grâce à moi, vous l'aurez, nanana. C'est un homme d'affaires, c'est un arnaqueur qui a escroqué ses investisseurs. Et donc du coup, voilà, il a cédé à la facilité. Donc on va avoir d'un côté Diana Prince, donc Wonder Woman, qui défend la vérité, contre quelqu'un qui arnaque les gens et qui prend les raccourcis pour atteindre son but. Et au début du film, on a un petit mash-up d'intervention de Wonder Woman, comme par exemple celle-ci où elle intervient dans un centre commercial, ou alors à d'autres endroits dans la ville pour montrer que ça fait un moment qu'elle aide les gens. Et en fait, c'est vachement subtil, parce que ces événements vont avoir lieu pendant le discours de Max Lord. Si on veut une chose, on peut l'avoir de façon facile, etc. Et pendant qu'on a ça en fond, on a Diana qui va aider les gens. On a un groupe de voleurs qui rentrent dans une bijouterie et qui veulent des choses. Ils repartent en courant. Dans leur course pour s'échapper, ils vont faire tomber une nana d'un pont. Et en fait, Diana va arriver pour la sauver au dernier moment. C'est encore une fois la métaphore du film. C'est que si tu prends des raccourcis,
pour obtenir ce que tu veux au lieu de bosser, tu vas entraîner des désastres dans ton sillage. Et c'est exactement ce qui se passe pendant tout le film. D'ailleurs, lors de cette intervention dans le centre commercial, elle va sauver une petite blague qui est adorable, qui a une tête super mignonne. Cette scène est uniquement là pour montrer que Wonder Woman inspire les petites filles. C'est un peu un message qui brise le 4e mur, c'est que enfin vous avez une héroïne à qui vous identifiez. On avait déjà ça dans la Snyder Cut, je me souviens plus si dans la version de 2017 c'était déjà le cas. Elle se dirige vers une gamine et elle lui dit ouais ça va aller, je pourrais être comme toi quand je serai grande, tu pourras être ce que tu veux, etc. Donc c'était pris de manière un peu plus mature dans Justice League Snyder Cut. Là c'est un peu plus léger parce que la petite va être vraiment genre ça fait un peu genre la petite elle est émerveillée et t'as Diana qui va la regarder et lui faire un petit clin d'œil et la petite qui est super contente, donc ça amène un petit côté léger. Mais on a quand même cette figure qui inspire la jeunesse, et notamment les petites filles. On va avoir notamment des plans qui sont super beaux, notamment ce genre de plan qui va servir à introduire la solitude de Diana. On va voir cette scène qui commence sur un couple, et ça va panoter sur Diana, assise à une table, avec plein de couples autour d'elle, et elle qui est seule, et le serveur qui va dire « Bonjour, vous attendez quelqu'un ?» Elle dit « Non, non, je suis toute seule. » Le film va donc ensuite nous introduire Barbara, qui est jouée par l'excellente Kristen Wiig, et qui est une excellente comédienne, très drôle et très talentueuse, et donc j'étais curieuse de voir ce qu'elle donnait dans ce genre de rôle, et elle s'en sort vraiment bien, même si son personnage fait un peu penser à Max Dillon dans The Amazing Spider-Man 2, la scientifique geek que personne remarque, qui est fascinée par le héros ou l'héroïne et qui souhaite désespérément attirer son attention et devenir amie avec elle et qui va devenir plus ou moins l'antagoniste. Donc on est sur ce schéma-là. Mais là où c'est plutôt bien amené, c'est que Barbara nous est introduite juste après la scène où Diana se sent seule. Et donc en fait, on fait le lien entre les deux personnages. Diana se sent seule, mais également Barbara. Barbara qui est un peu exclue, que personne ne se souvient de son nom, personne ne la remarque. Et donc il y a une espèce d'amitié qui va se lier entre elles deux. Et on peut remarquer tout de suite que y a une opposition clairement faite entre les deux personnages. Il y en a une qui va être très classe, les cheveux bruns pour Diana, alors que Barbara, avec ses cheveux blonds, ses couleurs pétantes et son côté un peu nerd, ça fait vraiment l'opposé en termes de personnage. On va également s'apercevoir que Barbara est toujours à gauche du cadre parce qu'elle est pas à sa place, elle se sent pas bien, alors que Diana est très souvent à droite. Même quand l'attention est centrée sur Barbara, comme vous le voyez, Diana prend la moitié du cadre, elle est écrasante par rapport à Barbara, qui se sent vraiment oppressée dans son propre cadre. On va ensuite nous introduire le fonctionnement de la pierre, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va croiser leur route, qui va saisir la pierre et qui va dire ouais, oh là là, j'aimerais bien un café. Il fait 2 pas et il y a quelqu'un qui lui dit hey, on m'a offert 2 cafés, t'en veux un? Oh bah super, il le boit et il se brûle la langue. Mais ça, c'est hors champ, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est déjà concentré sur les deux actrices et en fait, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, on vient de nous présenter le fonctionnement de la pierre. C'est-à-dire que tu peux acquérir ce que tu veux, mais en contrepartie, tu vas en payer le prix. Et du coup, les deux vont se lier d'amitié, et il n'y a que à partir de ce moment que là, Barbara va commencer à respirer dans son cadre. On met Diana un peu plus en retrait, et là, elle respire. Suite à ça, Barbara va se faire agresser dans la rue, et ce que je trouve vraiment cool, c'est que par la mise en scène, Patty Jenkins nous montre que c'est cet événement qui va faire sombrer Barbara. C'est-à-dire que Diana va la sauver, mais au lieu que c'est un impact positif, on va voir Barbara qui va partir en courant vers la gauche du cadre et s'enfoncer dans les ténèbres, comme on le voit là. Et ça va réveiller un peu son côté animal. Et c'est super bien foutu parce que on voit donc Barbara qui va sombrer et qui va laisser son animalité prendre le dessus, et donc elle s'efface derrière cette espèce de figure féline, et ça j'ai trouvé ça super cool. Et donc sans le savoir, Diana et Barbara qui ont eu la pierre à un moment dans leurs mains, Diana va souhaiter le retour de son amour Steve Trevor qu'elle a perdu dans le premier film, et Barbara de devenir aussi forte et belle que Diana. Et donc Diana va voir son vœu s'exaucer en retrouvant Steve dans le corps de quelqu'un d'autre. Le vœu est exaucé en contrepartie de quelque chose d'autre. Donc pour nous, il va apparaître comme Chris Pine, l'acteur du premier film, mais on va le voir dans les miroirs sous les traits de quelqu'un d'autre. Et donc en fait, pendant leur retrouvaille, on va avoir un travelling circulaire qui exprime en fait les émotions ressenties par Diana. Ils se laissent tous les deux emporter par leurs émotions, d'où le travelling rotatif. Et du coup, on va avoir un des plans qui, pour moi, sont un des plus lourds en termes de sens du film. On va avoir Diana et Steve qui vont être extrêmement heureux de s'être retrouvés. On va voir qu'ils sont tous les deux à droite du cadre, devant le mémorial de Lincoln, qui est un symbole de ce qui est juste. C'est dédié à Abraham Lincoln, c'est là qu'a eu lieu le speech de Martin Luther King, etc. Donc c'est vraiment un gros symbole aux États-Unis. Et donc qu'est-ce qu'on a sur cette image ?
on a Diana et Steve qui sont soit à droite mais tout petits dans le cadre face à l'immense mémorial de Lincoln, et on peut remarquer qu'on a le reflet du mémorial. Pour moi, on a le symbole de ce qui est juste avec un reflet plus ou moins trouble, un peu flou. Il veut dire que... Bon alors on va reprendre à zéro parce que là je me suis lancé dans des explications incompréhensibles. En fait, le bonheur de Diana est factice. Alors oui, elle retrouve Steve, mais via une mauvaise solution. En plus, il est dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est pas juste pour le type en question, quoi. C'est égoïste en plus de la part de Diana, et c'est tout simplement pas la bonne chose à faire. C'est pour ça que symboliquement, on voit le reflet troublé du mémorial de Lincoln, qui, lui, est une représentation de la vérité. La vérité qui est flouée par les actes de l'héroïne. D'où le reflet trouble. Et je trouve ça vachement fort en termes d'image. Et donc, par rapport à ce bonheur apparent, on va avoir quelque chose qui est plutôt malin de la part de Patty Jenkins. C'est à partir du moment où elle retrouve Steve. C'est-à-dire qu'en fait, Diana, elle n'est pas sur la bonne voie. Son bonheur, il va arriver au détriment de beaucoup de choses. Et donc en fait, elle n'est pas en position qui la met en valeur. Elle renie en fait ce pourquoi elle est sur Terre. Amener la vérité. Et donc en fait, à partir du moment où elle est avec Steve, elle va être très souvent à gauche du cadre. Donc la position négative pour un personnage dans un film. Encore une chose plutôt intelligente de la part de Patty Jenkins, c'est d'avoir fait un hommage à la mythologie Wonder Woman avec son espèce... Je crois qu'elle a un véhicule volant invisible dans les comics et dans la série des années 70, je crois, ou 80. Et en fait, là, elle s'en sert de métaphore. C'est-à-dire que Steve, qui est pilote, va avoir l'occasion de piloter un avion de chasse, mais des années 80, alors que lui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, en fait, c'est un rêve pour lui de piloter ce genre d'avion, quoi. Elle va l'aider à réaliser ce rêve qui se présente à lui. Et en fait, ils sont détectés par des radars et tout, machin. Et donc, du coup, elle va utiliser la puissance des dieux, dont les dieux se sont servis pour camoufler l'île des Amazones Themyscira du monde des hommes, donc la rendre invisible. Elle va se servir de ce pouvoir pour rendre l'avion invisible et donc indétectable. Et en fait, comme Steve est assimilé aux avions au début du film, elle regarde un avion dans le ciel et on sait qu'elle pense à lui parce qu'il est pilote. Le fait de rendre l'avion invisible, c'est en fait un moyen détourné de cacher la vérité. Elle sait que ce qu'elle fait est mal, mais en fait, elle est tellement heureuse de retrouver son Steve qu'elle va cacher cette vérité au fond d'elle. Et donc en fait, elle va rendre l'avion invisible, l'avion représentant Steve. Et je trouve que c'est vachement malin en plus de faire une référence à la mythologie de Wonder Woman. On va également avoir quelques scènes d'action en plein milieu de tout ça où Wonder Woman, on se rend compte qu'elle s'affaiblit. C'est la contrepartie du vœu de Barbara qui souhaite être comme Diana. Donc en fait, elle va commencer à avoir ses pouvoirs et Diana va commencer à s'affaiblir. Et donc, ça amène une tension supplémentaire aux scènes d'action. C'est-à-dire que jusque-là, Wonder Woman était invincible, donc pour s'inquiéter pour elle, c'était compliqué. Là, on a du sang, quoi. Alors, c'est pas une effusion de sang, on n'est pas dans le gore non plus, mais on va avoir Wonder Woman qui est blessée à plusieurs reprises dans le film. C'est-à-dire que, en fait, elle peut mourir. Et c'est con, hein, mais tu rentres carrément plus dans la scène quand le héros risque sa vie, plutôt que quand tu sais qu'il lui arrivera rien, quoi. Et donc, les scènes d'action marchent beaucoup mieux, je trouve, que dans le premier où elles étaient juste spectaculaires. Là, il y a une vraie tension, là, tu t'inquiètes pour elle. Il y a plusieurs fois où, en fait, j'étais dans la scène et je me suis rendu compte que j'avais les poings serrés, en fait. Et c'est-à-dire que j'étais dedans parce que j'étais en train de stresser pour l'héroïne. Et donc suite à tout ça, Diana et Steve vont se rendre compte que la seule façon de rétablir l'équilibre dans le monde, ça va être de renoncer à son souhait. Et en fait, on va avoir toute une scène où elle discute de ça avec Steve et où elle refuse catégoriquement de le faire disparaître. Et donc en fait, elle va être, vous voyez, elle est complètement à gauche du cadre. Mais il va y avoir un revirement de situation où elle va prendre conscience en fait de ses actes parce que en fait, le méchant Max Lord va trouver un moyen de faire en sorte que tout le monde réalise ses souhaits. Donc ça va être un bordel incommensurable. Elle va se rendre compte que le seul moyen c'est que tout le monde annule ses souhaits, et donc elle la première. Et quand ça arrive, on va avoir le personnage qui se rend compte de son erreur, qui accepte à son souhait, et donc de perdre l'homme qu'elle aime depuis toujours. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un travelling où le personnage passe de la gauche à la droite du cadre, parce qu'elle prend la bonne décision, et elle devient l'héroïne dont on a besoin. Et donc elle va se servir de son lasso, le lasso de vérité, qu'elle utilise énormément dans ce film, hein, c'est pas comme si c'était fait exprès, et du coup, libérée de ce poids, elle va développer la capacité de voler. Alors, il me semble que c'est acté que dans les comics, Wonder Woman vole,
et en fait, libérée du chagrin de ce fardeau, elle va se sentir métaphoriquement plus légère, et c'est grâce à ça qu'elle va se libérer en fait, et développer la capacité de voler. Et je trouve que c'est vachement intelligent, encore une fois, de la part de Patty Jenkins, d'avoir réussi à prendre par-ci par-là ces éléments de la mythologie de Wonder Woman, et d'avoir greffé ça autour du symbole de la vérité, et de pas prendre de raccourci et de se libérer, de s'accomplir. Je trouve ça vraiment intelligent. Il va y avoir un autre symbole que je trouve vraiment intéressant, c'est quand Wonder Woman met son armure de l'héroïne de Themyscira, on va voir qu'elle se protège avec ses ailes, et comme son parcours c'est de lâcher prise et de faire prévaloir la vérité à tout prix, elle va se libérer de ses ailes et va s'accomplir en tant qu'héroïne. Et encore une fois, je trouve ça super intéressant. Et en plus de ça, le combat tourne essentiellement sur l'utilisation du lasso. Donc on a encore une fois un deuxième symbole de la vérité dans cet affrontement. Et on va avoir ce plan face cam d'elle à la fin du film où elle arrive à s'adresser à toutes les personnes qui ont fait un souhait et leur dire en gros le message du film, quoi, qu'il faut pas prendre de raccourcis, qu'il faut accepter les choses comme elles arrivent, qu'il faut se battre pour mériter les choses et qu'il faut être vertueux et défendre la vérité. Et du coup, pendant ce speech, il y a la musique d'intro de Batman v Superman. Du coup, je me demande la raison de ce choix. En gros, elle demande aux gens de ne pas être égoïstes pour le bien commun. Sinon, il y aura des conséquences catastrophiques. Donc du coup, est-ce que le choix de cette musique qui est utilisée dans BVS pendant que les parents de Bruce se font tuer par le voleur, qui engendrera Batman, et donc le DCEU, et donc la mort de Superman, et donc la venue de Darkseid et Steppenwolf, est-ce qu'il y a un écho à ça? Et si c'est ça, mais alors là, Patty Jenkins, chapeau! Parce que pour faire appel à toute la mythologie créée par le DCEU depuis le début, alors là, t'arrives à faire coller ta thématique à ce qui a été fait avant et à l'intégrer parfaitement et de façon super cohérente, parce que oui, effectivement, le voleur, il a agi de façon complètement égoïste, il a tué les parents de Bruce, qui, de chagrin et de rage, va devenir Batman, qui va engendrer la mort du Superman, qui va engendrer tout le bordel du reste du DCEU, quoi. Et je trouve ça super malin et très très bien pensé, quoi. Là, franchement, si c'est vraiment ça, mais alors chapeau. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. L'action est plutôt cool, et encore une fois, on est plus investi que dans le reste parce que Wonder Woman est affaiblie dans ce film, donc elle risque des choses, concrètement. Et voilà, j'ai bien aimé le film. Ça vaut pas la trilogie Snyder, mais je trouve que c'est largement supérieur au premier Wonder Woman. Et encore une fois, j'étais pas parti pour aimer le film, et j'ai vraiment été agréablement surpris, comme je disais au début, quoi. C'est riche, c'est un film qui est plutôt riche, quoi. Alors c'est pas du grand art, c'est pas le chef-d'œuvre du cinéma, on est d'accord. Mais contrairement à un Marvel qui est complètement vide, se taper ça, franchement c'est top, quoi. J'ai passé un bon moment devant le film et je me suis bien amusé à me dire ah putain ça c'est sympa, tiens ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et encore une fois le coup de la chanson de BVS, mais alors si c'est vraiment ça, rien à dire. Rien à dire. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous conseille Wonder Woman 84, contre toute attente, parce que je m'attendais pas du tout à vous dire ça quand j'ai lancé le film. Si c'est votre cam, regardez Wonder Woman 84. Ne tirez pas sur les pigeons avec des pistolets à billes. Salut.